Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fascinant. Un truc qui explique pourquoi ton oncle raciste ne changera jamais d'avis. Ou pourquoi tu te trouves toujours une bonne excuse quand tu craques ton régime. On parle de la dissonance cognitive. Et pour décortiquer tout ça, je suis avec Thomas. Salut Thomas. Salut Sarah, ravi d'être là. Et tu as raison, c'est vraiment le concept clé. Si tu comprends la dissonance cognitive, tu as littéralement la clé de lecture pour comprendre 90% des comportements humains qui semblent totalement irrationnels. C'est une grosse promesse. Alors, avant de plonger dans la théorie, est-ce que tu peux me donner un exemple tout bête? Le genre de truc qu'on vit tous les jours sans s'en rendre compte. Bien sûr, imagine, tu joues à un jeu vidéo en ligne. Tu perds lamentablement. Vraiment, tu te fais écraser. Quelle est ta première réaction? Est-ce que tu te dis « Tiens, mon adversaire est bien meilleur que moi, je dois m'entraîner » Honnêtement, non. Je vais plutôt dire « Mais c'est quoi cette connexion pourrie ?» Ou alors « Ma manette a un bug, le bouton A ne répond plus. » Voilà, c'est exactement ça. C'est de la dissonance cognitive en action. Tu as deux idées qui s'affrontent dans ta tête. Idée numéro 1, je suis une bonne joueuse, je suis compétente. Idée numéro 2, je viens de me faire humilier. Ces deux réalités ne peuvent pas coexister sans créer une tension, un malaise physique et mental. Alors ton cerveau, pour te protéger, pour sauver ton ego, il invente une troisième réalité, c'est la faute de la manette. C'est fou quand on y pense. Le cerveau nous ment pour qu'on se sente mieux. Mais ça, c'est un petit mensonge mignon. J'ai cru comprendre que ça pouvait aller beaucoup plus loin. Tu voulais nous parler d'une histoire de secte et de soucoupe volante, c'est ça? Absolument, c'est l'étude fondatrice. On remonte en 1954. Léon Festinger, un psychologue social brillant, tombe sur un article dans le journal local. Une certaine Madame Marianne Kitsch, c'est un pseudonyme, prétend recevoir des messages écriture automatique venant de la planète Clarion. La planète Clarion, carrément? Et ils disent quoi, ces aliens? Ils annoncent une inondation cataclysmique qui va détruire l'Amérique du Nord le 21 décembre à minuit. Rien que ça. Mais bonne nouvelle, les vrais croyants, ceux qui auront tout abandonné pour rejoindre le groupe de Madame Kitsch, seront sauvés par une soucoupe volante juste avant le déluge. L'ambiance devait être sympa. J'imagine que Festinger s'est dit que c'était le terrain de jeu idéal pour observer la croyance. Exactement. Lui et son équipe ont infiltré la secte. Ils se sont fait passer pour des croyants. Ils voulaient voir ce qui allait se passer au moment précis où la prophétie échouerait. Parce que bon, Festinger se doutait bien que le monde n'allait pas finir. Donc on arrive au 21 décembre. Raconte-moi cette nuit-là. C'est une scène incroyable. Ils sont tous réunis dans le salon de Madame Kitsch. Ils ont quitté leur boulot, vendu leur maison, donné leurs économies. Ils sont assis là, en silence. Il est 23h55. La tension est à couper au couteau. Minuit arrive. Pas de soucoupe, pas d'inondation. Le malaise. J'imagine le silence gênant. Pire que gênant. 05h, toujours rien. 010h. Quelqu'un remarque que l'horloge avance peut-être un peu vite. On attend encore. 1h du matin. 2h du matin. Les visages se décomposent. Certains pleurent. C'est l'effondrement total. La réalité vient de leur mettre une gifle monumentale. Vous avez tout perdu pour un mensonge. Logiquement, à ce moment-là, ils devraient se lever, traiter la gourou d'escroc et rentrer chez eux piteusement, non? C'est ce que la logique voudrait. Mais la psychologie humaine, c'est autre chose. Vers 4h45 du matin, alors qu'ils sont au fond du trou, Madame Kitsch reçoit un nouveau message des aliens. Et ce message dit « Grâce à la ferveur et à la lumière dégagée par votre petit groupe, Dieu a décidé d'épargner la Terre. » Non, c'est pas vrai. Ils ont avalé ça? Non seulement ils l'ont avalé, mais ils sont devenus euphoriques. Ils ne s'étaient pas trompés, au contraire, ils étaient des héros, ils avaient sauvé le monde. Et là, le comportement change radicalement. Avant cette nuit-là, ils étaient discrets, ils ne parlaient pas aux médias. Dès le lendemain matin, ils ont appelé tous les journaux, ils sont allés dans la rue pour prosélyter. Ils étaient plus croyants que jamais. C'est hallucinant. Donc, au lieu d'admettre qu'ils ont eu tort, ce qui aurait été trop douloureux pour leur ego, vu les sacrifices qu'ils avaient faits, ils ont tordu la réalité pour qu'elle colle à leurs croyances. C'est la définition même de la réduction de la dissonance. Plus l'investissement est grand, plus il est difficile d'admettre l'erreur. Si tu as juste parié 2 € sur un cheval et qu'il perd, tu dis tant pis. Si tu as vendu ta maison pour ce cheval, tu ne peux pas juste dire tant pis. Tu vas te dire, le joker a été payé pour perdre, c'est un complot, parce que l'alternative, je suis un idiot qui a ruiné sa famille, est psychologiquement insupportable. D'accord, je commence à voir la mécanique. C'est un mécanisme de survie mentale en fait. Mais Thomas, là on parle de secte, c'est extrême. Comment ça marche dans notre tête au quotidien? Tu parlais de mécanique tout à l'heure. Oui, la mécanique est toujours la même. C'est une équation à résoudre. Tu as une cognition A, par exemple, je suis une personne intelligente et rationnelle, et tu as une cognition B, une action que tu as faite, disons, j'ai acheté cette voiture de sport hors de prix qui consomme trop et dont je n'ai pas besoin. Aïe, le conflit est évident. Si j'ai acheté un truc inutile, je ne suis pas rationnel. Voilà, le cerveau déteste cette contradiction. C'est comme un bruit strident dans ta tête. Pour arrêter le bruit, tu as 3 options. Option 1, tu changes ton comportement. Tu revends la voiture. C'est souvent l'option la plus difficile parce que c'est un aveu d'échec public. Et on n'aime pas avoir l'air bête.
Option 2. Option 2, tu changes ta croyance sur toi-même. Tu admets, je suis une personne impulsive et irresponsable. Ah non, ça c'est déprimant. Personne ne veut se dire ça. Exactement. C'est pour ça qu'on choisit presque toujours l'option 3. Tu ajoutes une nouvelle cognition pour justifier l'acte. Tu vas te dire, non mais c'est un investissement, c'est une voiture de collection, elle va prendre de la valeur. Ou alors, j'ai travaillé dur toute l'année, je mérite de me faire plaisir pour ma santé mentale. Tu rationalises. L'exemple classique, c'est le fumeur, non? C'est l'exemple parfait. Je fume et fumais-tu. La dissonance est mortelle, littéralement. Pour la réduire, le fumeur ne va pas forcément arrêter, c'est trop dur. Il va modifier sa perception du risque. Il va te dire « Oui, mais mon grand-père a fumé comme un pompier jusqu'à 90 ans et il est mort en bonne santé. » Ou alors « De toute façon, avec la pollution de l'air, ne pas fumer ne change rien. » C'est de la gymnastique mentale de haut niveau. On est tous des champions olympiques de la mauvaise foi, en fait. Tous, sans exception. Et le plus drôle ou le plus tragique, c'est qu'on le fait aussi pour des choses professionnelles. Imagine, tu passes un entretien d'embauche pour le job de tes rêves. Tu te prépares, tu te projettes. Et bam, tu n'es pas prise. La déception totale, ça fait mal. Ça fait mal parce que ça dit « je n'étais pas assez bonne ». La dissonance est là. Alors qu'est-ce que tu dis à tes amis le soir même? Je vais probablement dire « de toute façon, l'ambiance avait l'air pourrie dans cette boîte ». Ou alors « le patron avait l'air d'un tyran, j'ai esquivé une balle ». Tu vois, en 5 minutes, le job de tes rêves est devenu une balle esquivée. Ton cerveau a réécrit l'histoire pour protéger ton estime de toi. C'est fascinant, non? C'est fascinant, mais ça fait un peu peur. Ça veut dire qu'on ne voit jamais la réalité telle qu'elle est? On la voit à travers un filtre protecteur. Et ce filtre est particulièrement puissant quand il s'agit de l'appartenance à un groupe. C'est là qu'on arrive à un autre aspect génial de la dissonance, le bisoutage, ou ce qu'on appelle l'effet de justification de l'effort. Ah, le fameux bisoutage. J'ai jamais compris pourquoi les gens restaient dans des groupes qui les ont humiliés pour entrer. Eh bien, c'est justement parce qu'ils ont été humiliés qu'ils restent. C'est contre-intuitif, mais suit la logique de la dissonance. Imagine un groupe, une fraternité étudiante par exemple. Pour entrer, tu dois subir des épreuves ridicules, douloureuses, dégradantes. Tu passes une semaine d'enfer. Ok, je visualise, je suis fatiguée, j'ai froid, on m'a fait faire des trucs débiles. Une fois que tu es accepté, si le groupe s'avère être juste moyen, juste une bande de potes normale un peu ennuyeux, tu te retrouves avec une dissonance massive. J'ai souffert le martyre pour entrer, verse ce groupe est nul. Ça voudrait dire que tu as souffert pour rien, que tu t'es fait avoir. Et comme mon cerveau refuse d'admettre que je suis une idiote qui a souffert pour rien, il va surévaluer la valeur du groupe. Il va te crier « ce groupe est l'élite, ces gens sont mes frères de sang, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée ». Plus l'initiation est dure, plus les membres sont loyaux et solidaires. Ce n'est pas de la camaraderie magique, c'est de la pure résolution de dissonance cognitive. C'est pour ça que les formations militaires sont si dures, ou les écoles de médecine? En partie, oui. Ça soude le groupe. Si c'était facile d'entrer, n'importe qui pourrait partir au premier désaccord. Mais si tu as payé le prix fort pour entrer, tu vas défendre ce groupe bec et ongle, même s'il devient toxique. C'est aussi le principe d'IKEA, à une échelle plus légère. Attends, les meubles suédois, quel rapport? L'effet IKEA. Pourquoi tu aimes plus cette étagère bancale que tu as mis 3 heures à monter en jurant contre la notice, plutôt qu'une étagère parfaite achetée toute faite? Parce que tu as mis de l'effort dedans. Pour justifier cet effort, ton cerveau décide que cette étagère est un chef-d'œuvre. C'est moi qui l'ai faite. C'est vrai que je suis très fière de ma bibliothèque, même si elle penche un peu. Bon, Thomas, on a compris le diagnostic, on est tous atteints. Mais est-ce qu'il y a un remède? Comment on fait pour ne pas se faire avoir par son propre cerveau? C'est l'heure de l'antidote? L'antidote, c'est la métacognition, c'est-à-dire penser sur sa propre pensée. C'est très dur, mais il faut apprendre à repérer ce petit pincement au cœur, cette petite colère immédiate quand quelqu'un nous contredit. Ce moment où on a envie d'attaquer la personne plutôt que ses arguments? Exactement. Quand tu sens cette tension monter, au lieu de chercher une excuse, il faut faire une pause et se dire « Tiens, je ressens de la dissonance. Pourquoi? Est-ce que j'ai tort ?» Il faut dissocier son ego de ses opinions. Dissocier l'ego des opinions. Tu peux développer? Souvent, on pense que je suis ce que je crois. Donc si tu attaques ma croyance, tu m'attaques moi, personnellement. Il faut réussir à se dire « Je suis une personne intelligente qui parfois croit des choses fausses ou fait des erreurs. » Avoir tort ne veut pas dire être stupide. Avoir tort, c'est juste une opportunité de mettre à jour son logiciel mental. C'est joliment dit, mettre à jour son logiciel. Il faut cultiver une certaine bienveillance envers soi-même. Si tu acceptes que tu n'es pas parfaite, tu as moins besoin de te mentir pour protéger cette image de perfection. Donc, si je reprends mon exemple du jeu vidéo, si je perds, au lieu de blâmer la manette, je devrais dire « Ok, j'ai mal joué sur ce coup-là, mais ça ne fait pas de moi une nulle. Je ferai mieux la prochaine fois. » C'est ça. Et pour le fumeur, c'est dire « Je sais que c'est dangereux, j'ai du mal à arrêter parce que je suis accro et je ne vais pas nier la science pour me rassurer. » C'est beaucoup plus sain. La vérité est inconfortable, mais le mensonge est une prison. La vérité est inconfortable, mais le mensonge est une prison. Je crois qu'on va garder ça comme phrase de conclusion. Merci beaucoup Thomas, c'était passionnant. Merci Sarah. Et n'oubliez pas, si vous n'avez pas aimé ce podcast, c'est sûrement juste de la dissonance cognitive parce qu'il remet en cause votre vision du monde. Bien tenté. Allez, à la semaine prochaine tout le monde. Restez curieux et surveillez votre cerveau.